Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va approfondir un sujet qu'on a déjà pas mal survolé par le passé, le shogunat Tokugawa. Les 250 ans pendant lesquels le Japon s'est totalement fermé sur lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Pourquoi il s'est fermé? Et surtout, tout ce qui a été engendré par la suite. On voit tout ça ensemble aujourd'hui, vous êtes prêts? C'est parti! Chapitre 1. Le Japon avant le shogunat Tokugawa. Avant le shogunat Tokugawa et toute la rigueur et la discipline qui en découle, c'était un pays en guerre qu'était le Japon, parce qu'ils étaient dans l'époque des provinces en guerre. C'était littéralement le nom de cette époque, le Sengoku Jidai. C'est l'une des époques les plus sanglantes du pays. C'était une époque de paranoïa, de trahison, de siège constant. Une ère pendant laquelle aucun des habitants du Japon ne pouvait se sentir en sécurité. Ils étaient tous impuissants face aux guerres constantes. On est au milieu du 15e siècle, le pouvoir central, qui est censé être incarné par l'empereur, est devenu simple coquille vide. Et même le shogunat de cette époque, Ashikaga, n'est plus qu'une ombre sans autorité, et ce vide de pouvoir a été comblé par le chaos. Les daimyo, les seigneurs locaux, se sont mis à gouverner comme des rois sur leurs terres, chacun rêvant d'une domination totale. Les batailles faisaient rage, les alliances se faisaient, se défaisaient, en quelques jours, voire maximum semaines. Les châteaux se construisaient pour être assiégés et détruits le mois d'après. C'était une époque de guerre constante, une époque où on vivait pas vraiment, on survivait comme on pouvait. Même les paysans, théoriquement protégés par les samouraïs, étaient en relais de force, leurs villages brûlés pour couper les lignes d'approvisionnement ennemies. Mais même dans le chaos, il y a certaines figures qui allaient émerger, des hommes capables non seulement de gagner, mais surtout de tout changer. Le premier d'entre eux, c'est Oda Nobunaga. Un homme sans pitié, mais par contre visionnaire. C'est l'un des premiers à utiliser les arquebuses avec une stratégie militaire moderne. Ses troupes enchaînent les victoires, ils brûlent les temples fortifiés, éliminent ses rivaux, ils écrasent la résistance. Alors oui, Nobunaga, c'était pas vraiment un héros romantique. Non, au contraire, c'était le genre à venir, à dire vous vous soumettez, si la réponse était non, il répondait tout simplement, bah je brûle tout. Et c'est ce qu'il a fait au temple Enryakuji, où il a laissé brûler déjà le temple, ce qui reste quand même assez marquant, mais surtout l'entièreté des moines et des guerriers qui se trouvaient à l'intérieur. Mais son ascension s'arrête brutalement en 1582, trahi par l'un de ses généraux, il se fait encercler et se donne lui-même la mort. Et c'est là qu'un autre personnage prend le relais, Toyotomi Hideyoshi. D'origine paysanne, il aurait jamais dû avoir sa place au sommet, mais son intelligence, sa ruse diplomatique et sa loyauté envers Nobunaga lui ouvrent des portes. Et en une décennie, il achève presque l'unification du pays. Mais Hideyoshi, malheureusement, n'a pas d'héritier assez fort, et à sa mort, en 1598, les ambitions se réveillent. Une dernière bataille va décider du sort du Japon. En 1600, deux camps s'affrontent. D'un côté, des fidèles du clan Toyotomi, de l'autre, les partisans d'un certain Tokugawa Ieyasu. Ieyasu, c'est vraiment la personne qui attend le bon moment. Il a vu Nobunaga mourir, il a vu Hideyoshi triompher, et il a tout noté. Il a tout noté minutieusement. Il a attendu le bon moment, et quand le bon moment est arrivé, il a frappé. Le 21 octobre 1600, les armées s'affrontent à Sekigahara, dans un épais brouillard. Une bataille colossale avec plus de 150 000 hommes, des trahisons, des rebondissements, et surtout, une victoire de Ieyasu. Et cette victoire fera que 3 ans plus tard, il sera nommé shogun par l'empereur. Le Japon vient d'entrer dans une nouvelle ère, la guerre est finie, le contrôle, l'ordre et la paix sont mis en place, et avec tout ça, on entre officiellement dans l'ère du shogunat Tokugawa. Chapitre 2. La naissance du shogunat Tokugawa. En 1603, après des décennies et des décennies de conflits de guerre, le Japon tourne enfin la page et rentre dans une ère de paix, avec à sa tête Tokugawa Ieyasu, l'homme qui a été élu par l'empereur en tant que shogun. Cette élection n'est pas juste à titre symbolique, elle est vraiment une révolution politique. Avant, c'était l'empereur qui dirigeait le pays, maintenant c'est le shogun. Ce n'est plus juste un simple chef militaire. Maintenant, il dirige le pays. Et il va décider de ne pas gouverner dans le vacarme qu'était le Japon autrefois, mais vraiment dans un Japon parfaitement orchestré, un état autoritaire. Ieyasu installe le centre de son pouvoir à Edo, un petit village de pêcheurs transformé en forteresse, petit village qu'on appelle aujourd'hui Tokyo. Mais à cette époque, c'est encore une ville en construction, posée au bord d'une immense baie, entourée de collines et de marécages. Ce choix de déplacer le centre du pouvoir à Edo, loin de Kyoto, où réside l'empereur, c'est stratégique. Ieyasu voulait tout contrôler, depuis un lieu qui lui appartenait entièrement. Le régime qu'il met en place, on l'appelle le Bakufu, littéralement le gouvernement de l'attente, qui est en référence au quartier général militaire. Mais vous y trompez pas, c'est pas une dictature brutale et improvisée.
C'est une machine à tout contrôler. La guerre a failli détruire le Japon et Ieyasu ne peut pas se contenter de régner. Il doit neutraliser la possibilité du chaos. Et pour ça, il vise ceux qui, historiquement, ont toujours été des fauteurs de troubles. Il s'en prend donc aux daimyo, et chacun d'entre eux, peu importe sa puissance, doit désormais se soumettre à un système génialement oppressant, le Senkin Kotai. Imaginez que vous êtes un grand seigneur, propriétaire du quart du Japon, et que pourtant, tous les 2 ans, vous devez aller vivre une année entière à Edo. Et que pendant tout ce temps, votre famille, elle, est prisonnière d'Edo en permanence. C'est ce que vivent tous les seigneurs de guerre, tous les daimyo du Japon. Ah, et la partie intéressante, c'est que surtout tout ça, les déplacements et la vie à Edo, et la vie de votre famille à Edo, qui certes est prisonnière, mais elles vivent quand même là-bas, tout ça, c'est à vos frais. Et croyez-moi, les voyages, les chevaux, les hommes, ainsi que le maintien des routes, parce que oui, le maintien des routes pour aller jusqu'à Edo, c'est de votre fait aussi, c'est sur vos territoires, tout ça coûte extrêmement cher. Et tout ça, Tokugawa le sait, et il le fait volontairement parce que, tout simplement, faire dépenser l'entièreté de la fortune des daimyo pour leur trajet, leur vie sur place et leur retour, ainsi que le maintien de leur famille, c'est le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas de révolte. Parce que pour faire une révolte, il faut des hommes, pour avoir des hommes, il faut de l'argent. Et s'ils en ont pas, ils n'auront pas d'hommes. Pas d'argent, pas d'hommes, pas d'hommes, pas de révolte. Pas de palais, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Et même si par miracle, l'un d'entre eux avait l'argent nécessaire pour payer les hommes pour former une révolution, je vous rappelle une chose, leur famille, à tous les daimyo, restent enfermés à Edo. Autrement dit, monte une révolution, on tue tes proches. Il n'y a aucune révolution pendant plus de 250 ans grâce à ce système. Et c'est pas tout, parce que les terres des daimyo sont classées par leur loyauté passée. Les Fudai, fidèles de toujours, sont proches du pouvoir. Les Tozama, ceux qui ont rejoint Ieyasu après Sekigahara, sont tenus à l'écart des postes clés. Le message est clair, la fidélité se récompense, la défiance se surveille. Le shogunat Tokugawa va également imposer une loi rigide à l'ensemble du pays, le Bukkei Shohatto, un code de conduite pour les samouraïs et les daimyo. Interdiction de construire des châteaux sans autorisation, interdiction de faire des alliances sans l'aval du shogun, et bien sûr, impossibilité de faire de mariage politique sans validation. Tout est contrôlé par Edo. Les espions sont partout, les messagers du shogun rapportent tout, les écoles sont contrôlées, la religion aussi. La moindre rébellion est écrasée dans l'œuf, et petit à petit, le Japon s'habitue. Il s'habitue à la surveillance, à l'ordre, et surtout à l'absence de guerre. Et c'est sûrement ça le plus fascinant, en une seule génération, un pays brisé et qui était en proie à la guerre constante, devient l'un des pays les plus stables et en paix du monde. Le shogunat Tokugawa est en place, et le Japon rentre progressivement dans l'ère Edo. Une ère de paix, de stabilité, et surtout d'isolement. Chapitre 3. Une période de paix et d'isolation. Les sables sont rengainés, les armures sont suspendues, et pour la première fois depuis plusieurs siècles, le Japon est en paix. Plus aucune guerre n'est présente dans le pays. Et tout ça, on le doit à un seul homme, le shogunat Tokugawa. Mais ce calme n'est pas seulement intérieur, parce qu'à partir de 1639, le shogunat va prendre une décision, celle de fermer le pays à l'entièreté du monde. C'est le début de ce qu'on va appeler le Sakoku, le pays verrouillé. À ce moment-là, l'Europe est en pleine extension coloniale, ils vont partout. Philippines, Amérique, Indonésie, et ils mettent même les pieds au Japon. Et ça va absolument pas plaire au shogunat Tokugawa. À la fin du XVIe siècle, les missionnaires chrétiens sont nombreux à évangéliser les populations japonaises. Ils construisent des églises, convertissent des daimyo, s'insèrent dans le tissu local. Mais pour les shoguns, c'est pas de la foi, c'est du bouleversement. Une nouvelle croyance qui ne respecte pas vraiment la hiérarchie, qui place Dieu au-dessus du shogun, et qui pourrait diviser les clans de l'intérieur. Résultat, les missionnaires sont expulsés, les églises détruites, les convertis pour chasser. Certains chrétiens japonais se cachent pour pratiquer leur foi en secret, et on les appelle les Kakure Kirishitan, les chrétiens cachés. Le Japon n'est pas complètement hermétique, mais par contre tout est contrôlé au millimètre, et le seul lien avec le monde extérieur, c'est une petite île de commerçants au large de Nagasaki. Nommée Dejima, seuls les Hollandais et les Chinois y sont autorisés pour le commerce, et pendant ce temps, à l'intérieur du pays, le shogun organise tout avec une précision d'horloger. Le Japon devient un pays où chaque classe, chaque fonction a sa place vraiment assignée. La société est divisée en 4 classes rigides, les samouraïs tout en haut, la classe guerrière, bien que leur rôle militaire ait quasiment disparu, les paysans, considérés comme essentiels parce qu'ils produisent la nourriture, les artisans, respectés pour leur savoir-faire, et tout en bas, on a les marchands. Malgré leur richesse grandissante, ils sont jugés inutiles
parce qu'ils ne produisent rien. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'économie ne s'effondre pas. Au contraire, le Japon, qui est obligé de compter sur lui-même, va voir son agriculture s'améliorer, va voir ses routes entretenues, parce qu'ils en ont besoin pour tout le commerce interne, vu que le commerce externe n'existe plus. Et il y a un phénomène qu'on voit peu souvent dans l'histoire qui s'est produit, une urbanisation pacifique. Edo devient une capitale mondiale. Même si oui, le pays est fermé au reste du monde, mais c'est la même ampleur. Parce que dites-vous que sans colonisation, sans industrialisation ou expansion militaire, Edo, au XVIIIe siècle, va compter plus d'1 million d'habitants. Pour l'époque, ça reste extrême. Et tout ça parce que on est dans un système strict, avec des contrôles sociaux étouffants, mais terriblement efficaces. Chapitre 4. L'âge d'or culturel sous les Tokugawa. Imaginez un pays où la guerre n'existe plus, où l'ordre règne depuis plus de 2 siècles, un pays renfermé sur lui-même mais qui pourtant continue de croître, et c'est dans ce contexte que va naître l'un des âges d'or culturels les plus fascinants du Japon. Le kabuki, un théâtre exubérant né au début du XVIIe siècle, devient rapidement l'un des spectacles les plus populaires au Japon. Les costumes flamboyants, les maquillages dramatiques, les gestes codifiés, c'est un art total à la fois visuel, sonore et émotionnel. Et parallèlement, le bunraku, le théâtre de marionnettes, séduit un public tout aussi large, mais attention, pas les marionnettes pour enfants, ici on parle d'œuvres tragiques, puissantes, racontées avec une finesse incroyable. Mais le Japon Tokugawa ne s'admire pas seulement sur scène, il s'exprime littéralement. Les ukiyo-e, ou images du monde flottant, envahissent les quartiers. Ces estampes en bois imprimées en série représentent des scènes de vie quotidienne, des paysages, des courtisanes ou des acteurs de kabuki. Elles sont colorées, expressives, modernes pour l'époque. Et cette période de paix a aussi une conséquence inattendue, c'est que plus ça va, et plus l'alphabétisation est courante. Les écoles appelées les terakoya s'ouvrent pour les enfants de samouraïs, mais aussi pour les commerçants et les artisans. On y apprend à lire, à écrire, à compter, mais forcément quand les gens savent lire, ils veulent lire. Et résultat, le Japon Tokugawa connaît une véritable explosion littéraire. Romans satiriques, contes populaires, journaux de voyage, tout y passe. Un des auteurs les plus connus de l'époque, Kihara Saikaku, écrivait à une vitesse hallucinante et ses récits sur les aventures amoureuses et les marchands étaient dévorés par le public. C'était un peu le Balzac de l'époque d'Edo. Mais aussi bien à Edo qu'à Osaka ou qu'à Kyoto, la vie urbaine explose. Des quartiers entiers sont dédiés au plaisir. Des théâtres, des maisons de thé, des bains publics, des jeux, la prostitution réglementée. Ces lieux sont littéralement appelés les quartiers du plaisir, les yukaku. Mais attention, on est vraiment très loin de la décadence, hein. Ces quartiers sont vraiment des centres artistiques majeurs, là où les courtisanes de haut rang, les orianes, sont des femmes éduquées, artistes, poètes. Et tout au long de cette période, il y a une vague qui va passer dans la culture japonaise, celle du mono no aware. Celle comme quoi les choses sont éphémères, et c'est trouver de la beauté dans l'impermanence des choses. Et c'est peut-être ça le plus beau dans cette époque, c'est que elle n'était pas parfaite, loin de là. Par contre, c'est une époque où tout le monde savait que ça ne durerait pas. Donc, ils profitaient de cette paix tant qu'ils l'avaient. Chapitre 5. La fin du shogunat et les conséquences. Après plus de 2 siècles de paix, de tradition et d'ordre absolu, le Japon Tokugawa va être contraint d'ouvrir les yeux. Pas par choix, mais par nécessité. On est en 1853 et tout va changer pour le Japon. Au large de la baie d'Edo, des navires apparaissent et donnent l'impression d'être venus d'un autre monde. Grands, sombres, fumants. On les appellera les bateaux noirs, les Kurofune. À leur tête, un homme dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, le Commodore Matthew Perry. Envoyé par les États-Unis avec une mission claire, ouvrir le Japon au commerce international. Pour les Japonais, c'est un choc technologique, certes, militaire, mais aussi culturel. Leurs navires sont à voile, leurs armes sont anciennes. Face à eux, un monde déjà industrialisé, prêt à forcer les portes si besoin. Imaginez un pays qui s'est isolé pendant plus de 200 ans et qui du jour au lendemain se retrouve face à un monstre de modernité. Bah forcément, les élites, les dirigeants ont un peu paniqué. Et en 1854, le shogunat Tokugawa va signer le traité de Kanagawa. Il autorise l'ouverture des ports japonais aux Américains et signe avec ça le début de la fin. Parce qu'avec ça, toutes les autres puissances occidentales vont emboîter le pas. La Grande-Bretagne, la Russie, la France vont tous signer des traités totalement inégaux avec le Japon. Et quand je vous parle de traités inégaux, j'exagère pas du tout. On est vraiment sur des traités qui autorisent ces populations-là à commercer au Japon sans payer aucun frais de douane. Et surtout, ils n'ont pas à respecter les lois japonaises, mais seulement les lois de leur propre pays, qui, pour la plupart, sont bien plus souples. Autrement dit, le Japon vient de perdre une partie de son territoire et l'offrir au reste du monde. Et c'est en 1868 que la situation explose. Des clans influents comme ceux de Satsuma et Shōshū se soulèvent.
qui réclament le retour du pouvoir impérial et la fin du régime shogunal. Le dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu, abdique. C'est la fin du Bakufu. Le pouvoir revient officiellement à l'empereur Meiji. La restauration Meiji, faut pas s'y méprendre, c'est une révolution. Hein. C'est une révolution qui bascule tout. Les samouraïs perdent leurs privilèges, le port du sabre est interdit, l'administration est centralisée et surtout, on réorganise le pays un peu selon les modes occidentales. Mais même si l'époque Tokugawa s'est achevée, son empreinte est toujours très présente sur le Japon. On s'en rend compte dès qu'on va dans un temple à Kyoto, qui est donc la maison mère de tout ça, ou même dans certaines petites ruelles qu'on va pouvoir voir dans l'Edo d'autrefois, ou autrement dit à Tokyo. Tout ça a continuellement marqué le Japon, et on le ressent aussi dans la mentalité japonaise d'aujourd'hui. Parce que le Japon moderne, en fait, est né de ça. On a gardé cette culture, cette tradition, donc cet isolement, mais en y ajoutant toute la modernisation occidentale. Et le résultat est incroyable. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette époque, l'époque du shogunat Tokugawa, me dire si cette vidéo vous a intéressé, et si elle l'a fait, je vous laisse lâcher l'abonnement, le like et la cloche, et je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.